Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président togolais Faure Gnassingbé briguera un troisième mandat à la tête du pays. Il a été investi ce mercredi comme candidat du parti Union pour la République à la présidentielle du 15 avril prochain. Le président nigérian Goodluck Jonathan confiant dans la guerre contre Boko Haram. Ces derniers jours, les forces régionales ont repris plusieurs localités stratégiques qui étaient contrôlées par le groupe terroriste. Et le Ghana interdit l'importation de volailles en provenance des États-Unis en cause des traces d'arsenic détectées dans certaines cargaisons. Mais tout d'abord, le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé ce mercredi à Rome, en Italie, pour une visite officielle de 2 jours. Il sera reçu par le Premier ministre italien Matteo Renzi. Au programme des discussions, les relations bilatérales, le développement des infrastructures, mais aussi l'exploitation d'un nouveau puits pétrolier au Congo. Le chef de l'État congolais est également attendu au Sénat italien. Au Togo, l'actuel chef de l'État Faure Gnassingbé va briguer un troisième mandat à la tête du pays. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, l'a en effet investi ce mercredi comme son candidat à la prochaine présidentielle. Une élection qui aura lieu le 15 avril, c'est la date qui a été retenue à l'issue du dernier Conseil des ministres. Birama Saonera. Les Togolais iront aux urnes le 15 avril prochain pour la présidentielle. La décision a été prise par décret lors du Conseil des ministres mardi. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, avait proposé le 20 avril 2015 une date qui avait suscité des débats au sein de la classe politique togolaise, notamment du côté de certains membres de l'opposition. Pour des observateurs, ce décret du gouvernement répond aux critères du code électoral du pays. La décision du gouvernement s'inscrit dans la disposition du code électoral qui édicte que la CENI propose une date pour l'élection présidentielle et qu'in fine, c'est le Conseil des ministres qui décide de la date. En réalité, il n'y a pas de polémique à avoir sur la date qui vient d'être annoncée par le gouvernement. Cette date qui tient compte des différentes tâches que devait réaliser la CENI. Depuis plusieurs mois, le climat politique est resté tendu au Togo. En cause, la demande de réformes institutionnelles et constitutionnelles exigées par l'opposition et la société civile. Cette frange de la classe politique continue de réclamer les réformes avant le scrutin présidentiel. Nous demandons pourquoi le chef de l'État reste sourd à l'appel qui demande qu'il y ait un consensus, que les réformes se fassent. Donc nous sommes suffisamment inquiets par rapport au fait que le Togo ne peut pas continuer par être en marche des conditions qui sont aujourd'hui admises comme étant les fondamentaux d'un régime démocratique, à savoir qu'on puisse organiser des élections à 2 tours, qu'on puisse permettre que le mandat soit limité et qu'il y ait des perspectives d'accession au pouvoir pour l'opposition. Aujourd'hui, on a comme l'impression que tout est verrouillé. Autre décision prise par le gouvernement, le montant de la caution à verser par chaque candidat à ce scrutin. Il est fixé à 20 millions de francs CFA. Toutefois, la situation reste tendue dans la classe politique. D'ailleurs, 3 partis de l'opposition et 2 organisations de la société civile ont lancé un front pour les réformes dénommées Tchoboé. Pour les fondateurs de ce front, les réformes qu'exige le peuple devraient permettre de garantir la transparence du scrutin. Dans l'actualité également, le président Macky Sall a achevé ce mercredi sa visite en Casamance, une tournée axée sur l'économie pour désenclaver la région. 2 nouveaux projets ont été lancés, notamment dans les secteurs des infrastructures et du tourisme. Ibrahim Ndiaye. C'est une véritable opération de charme du chef de l'État sénégalais dans cette région du sud du Sénégal. La visite du président Macky Sall en Casamance s'achève ce mercredi. Une tournée axée sur l'économie pour désenclaver cette région en conflit depuis 32 ans. Une occasion pour les autorités sénégalaises d'annoncer plusieurs projets d'infrastructure dans la région, notamment la livraison de 2 nouveaux bateaux pour assurer la liaison entre la capitale sénégalaise Dakar et Ziguinchor, l'ouverture d'un hôpital, d'un pont, d'une centrale électrique. Il y a tellement eu d'inauguration que le Parti démocratique sénégalais, qui était l'ancien régime, Abdoulaye Wade, se sont rappelés au bon souvenir des Sénégalais en rappelant à Macky Sall est en train d'inaugurer des projets qu'eux-mêmes avaient mis sur pied. C'est le cas des 2 bateaux à Guémé-Diambone qui vont permettre de la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Il y a eu durant cette visite-là la pose de la première pierre du pont de Farafenni qui va pouvoir permettre une meilleure circulation des biens des personnes entre le nord et le sud du Sénégal. Là, aujourd'hui, il y a un projet de 187 milliards, donc on annonce encore beaucoup d'argent
pour désenclaver et équiper en infrastructures diverses. La Casamance a été déclarée zone prioritaire nationale d'intérêt touristique. Des lois instituant des exonérations de taxes en faveur des promoteurs de cette région devraient également être votées à l'Assemblée nationale. Il faut sauver le tourisme du Sénégal, il faut sauver le sud du Sénégal. Vous savez, avec cette guerre des indépendantistes, le tourisme qui est l'une des deux principales sources de revenus de cette zone a totalement été détruite. Et d'autant plus que les régimes d'Abdoulaye Wade ne croyaient pas au tourisme, au potentiel de ce secteur d'activité. Aujourd'hui, Macky Sall veut relancer l'activité touristique, ça depuis très très longtemps, et il veut faire de la Casamance un des grands pôles de développement de cette activité. Le secteur du tourisme dans le sud est totalement sinistré. Donc il a besoin, pas d'un coup de pouce, il a véritablement besoin d'un grand élan de la part de l'État. La construction d'un chemin de fer reliant Dakar à Ziguinchor au Sénégal d'un coût de 500 millions de dollars est également prévu. Un chemin de fer qui devrait contourner la Gambie et passer par Tambacounda, une région minière située dans l'est du Sénégal. Une manière sans doute de faire de ces régions du Sénégal une véritable épine dorsale de l'économie sénégalaise. Au Nigeria, 2 attentats ont visé mardi des gares routières dans le nord du pays, des attaques qui ont fait au moins 27 morts. Et pourtant, il semble que Boko Haram soit en train de s'affaiblir. Plusieurs localités ont été reprises ces derniers jours par les forces régionales. Le président Goodluck Jonathan parle d'ailleurs d'un tournant dans la guerre contre le groupe terroriste. Aminata Diak. Le Nigeria sur le pied de guerre contre Boko Haram. Ce mardi 24 février, le président Goodluck Jonathan a tenu à rassurer sa population face à la menace terroriste. Il a affirmé que l'armée était en train de prendre le dessus sur la secte islamiste malgré les attaques meurtrières dans le nord-est du pays. Le président rassure tous les Nigérians et plus particulièrement la population des États du Nord-Est que le temps du deuil pour les victimes des attaques terroristes incessantes sera bientôt derrière nous, car le vent est en train de tourner en défaveur de Boko Haram. Pour certains analystes, la sortie du chef de l'État nigérian ferait suite aux critiques pour son impuissance à mettre un terme à l'insurrection islamiste. Que le président Goodluck Jonathan tente de rassurer la population nigériane appelle au moins 2 observations. La première, on sait que il n'y a pas longtemps, l'un de ses soutiens les plus importants, Olusegun Obasanjo, a quitté le parti l'accusant d'incompétence dans son action contre Boko Haram. Et 2, l'intervention des forces tchadiennes et camerounaises l'oblige naturellement à pouvoir faire de la surenchère par rapport à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon bientôt. Les autorités nigérianes ont affirmé récemment avoir repris les villes stratégiques de Mongomo et Baga aux mains des combattants de Boko Haram. Au même moment, les troupes tchadiennes continuent leur avancée. Elles ont repris au groupe armé plusieurs localités proches de la frontière camerounaise. Et au Niger, le gouvernement a annoncé qu'il prolongeait l'état d'urgence dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Nigeria, une zone sous la menace du groupe terroriste Boko Haram depuis le début du mois de février. La reconduction de cette mesure doit être validée prochainement par l'Assemblée nationale nigérienne. Le Ghana interdit les importations de volailles en provenance des États-Unis. La mesure a été prise par le gouvernement après que des traces d'arsenic, un poison très dangereux pour l'homme, aient été détectées dans des cargaisons. Une interdiction qui pourrait s'avérer être une aubaine pour les producteurs locaux. Aminata Diak. Au Ghana, les importations des poulets en provenance des États-Unis sont interdites de manière temporaire. La décision a été prise par le ministre ghanéen de l'Agriculture après l'annonce par l'organisme américain chargé de la régulation et du contrôle alimentaire de cargaisons de poulets contenant des traces d'arsenic, un élément chimique extrêmement nocif pour l'organisme humain. Une situation qui relance le débat sur la question de la sécurité sanitaire des aliments importés en Afrique. Vous savez, les importations de denrées alimentaires dans les pays africains sont sujettes à beaucoup de cautions dans la mesure où vous avez ce qu'on appelle la chaîne du froid. La rupture de la chaîne du froid va entraîner en sorte que quand les denrées alimentaires arrivent sur les marchés africains, ils sont déjà infectés de bactéries, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce suivi frigorifique. Donc la décision du Ghana me semble une très bonne décision en termes sanitaires, en termes de santé publique, c'est une très très bonne décision, car le Ghana n'a pas pris cette décision-là de manière unilatérale. Il faut que les pays africains nous fassions attention à ça, parce qu'on sait généralement que les denrées alimentaires qui nous parviennent en Afrique sont les
denrées alimentaires qui sont de très très basse gamme. Ça veut dire que la qualité n'y est pas. Pour les producteurs de volailles locaux, cette mesure constitue une aubaine, une occasion pour mieux se positionner sur le marché jusque-là détenu par les Américains. C'est une décision qui va favoriser l'élevage, à savoir les éleveurs locaux de poulets pourront prendre ces parts de marché-là qui, bien que ce ne soit une décision temporaire, qui ont été laissées vacantes par les importations américaines. Donc, essayons de favoriser notre agriculture interne qui donnera des emplois à la population rurale africaine par le biais de l'élevage et de l'agriculture surtout. Les autorités ghanéennes souhaiteraient également élargir l'interdiction aux produits fabriqués à base de poulet en provenance des États-Unis. Une décision qui rejoint le règlement adopté par le gouvernement contraignant les importateurs de poulet à s'approvisionner à 40% sur le marché local et qui permettrait la reprise du dynamisme du secteur avicole ghanéen. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.